Vous n'avez pas besoin d'être un expert en histoire humaine pour apprécier la grande archéologie. Il faut juste un œil vif et un intérêt pour le passé. Nous savons que vous avez les deux parce que vous êtes venu voir cette vidéo. Merci de nous avoir trouvés. En échange, vous avez ici une collection de découvertes archéologiques vraiment surprenantes. Numéro 1. En mars 2023, des archéologues du Pérou et de Pologne ont découvert un complexe de temples vieux de 4000 ans lors de fouilles sur le Cerro Colorado, près de Barranca, au Pérou. Le complexe, situé sur 2 des 4 monticules, comprend une structure pyramidale construite en briques d'adobe et en blocs de pierre. Pour assembler les blocs, on a utilisé un mélange d'herbes et de mortier daté au radiocarbone entre 2500 et 2200 avant JC, une époque où les cultures andines étaient influencées par l'agriculture et les établissements urbains de la région amazonienne. L'importance de cette découverte réside dans l'expansion vers l'océan Pacifique de la gamme connue de pyramides de temples, auparavant limitée au site de Caral. Les temples sont restés sacrés longtemps après la fin de leurs fonctions initiales. Des paquets funéraires datant de 772 à 989 après JC ont également été découverts, témoignant de la continuité des traditions religieuses sous l'Empire Wari. L'une des sépultures contenues reste avec des crânes délibérément déformés, indiquant un statut social élevé. L'enfant était enveloppé dans un textile unique décoré de motifs zoomorphes. Les découvertes coïncidant avec des récits historiques décrivant la présence de sorciers et de sorcières dans la région. Les archéologues pensent que ce temple a été décrit par le chroniqueur Antonio de la Calancha, qui affirmait avoir trouvé un démon sur le Cerro Colorado. Numéro 2. Des scientifiques scandinaves ont fait une découverte archéologique fascinante dans l'ouest du Danemark, un disque d'or avec une inscription faisant référence au dieu nordique Odin. Cette inscription, trouvée sur un pendentif bractéate du trésor de Vindlef, est maintenant considérée comme la plus ancienne référence connue à Odin, remontant au 5e siècle. Cette découverte est antérieure d'au moins 150 ans à la plus ancienne référence connue. Le trésor de Vindlef, découvert en 2020, est une collection extraordinaire contenant environ 1 kg d'or, dont de grands médaillons et des pièces de monnaie romaine réutilisées comme bijoux. Les experts estiment que ce trésor, enfoui il y a 1500 ans, aurait pu être caché pour le protéger des ennemis ou comme offrande aux dieux. L'un des bractéates notables trouvés porte l'inscription « Il est l'homme d'Odin », peut-être en référence à un roi ou dirigeant inconnu de l'époque. L'inscription runique sur le bractéate a impressionné les experts par son savoir-faire exceptionnel. Cette découverte ouvre la porte à des recherches plus approfondies sur les nombreuses inscriptions de bractéates, offrant une compréhension plus approfondie de la culture et des croyances vikings. Le trésor de Vindlef, aujourd'hui exposé au Musée national du Danemark, témoigne de la riche histoire de la région. Numéro 3. En mars 2023, 7 pièces de monnaie lituanienne du 19e siècle ont été découvertes à l'extérieur de Zanuka, en Pologne. La découverte a été faite par Michał Lotti, qui scrutait un champ avec son détecteur de métaux à la recherche de pièces mécaniques agricoles manquantes, lorsqu'il a trouvé des pièces de monnaie en vrac et un pot en céramique rempli d'autres pièces de monnaie. Lotti a informé l'Office provincial pour la protection des monuments de Lublin, comme l'exige la loi, car l'utilisation de détecteurs de métaux sans autorisation est illégale en Pologne. Les archéologues dépêchés sur place ont découvert que le trésor avait été délibérément enfoui dans une couche du sous-sol. La découverte contenait environ 1000 pièces de monnaie, principalement des couronnes et des shillings lituaniens, pour la plupart dans un pot en céramique polonais traditionnel. La verseuse et son contenu pèsent 3 kg. Ces pièces ont été frappées à une époque où la Pologne et la Lituanie étaient unies au sein du Commonwealth polono-lituanien, un État commun avec une population multiethnique de plus de 12 millions d'habitants. Le trésor est en cours de fouille complète et sera analysé par le département d'archéologie du musée de la Podlasie du Sud à Biała Podlaska. Numéro 4. Le British Museum abrite une sculpture dite du « Reine nageur », une œuvre magdalénienne vieille de 13 000 ans sculptée par un artiste inconnu en France. Cette œuvre d'art a été créée à partir d'une défense de mammouth et découverte en 1866 par un ingénieur français nommé Pecado de Lille.
Au départ, on pensait qu'il s'agissait de deux pièces distinctes, jusqu'à ce qu'en 1904, Abbé Cherry Breuil se rende compte qu'elles ne formaient qu'une seule œuvre. La découverte, qui comprenait la sculpture d'un renne et une hélice de lance sculptée, a été exposée en 1867 à l'Exposition universelle de Paris, suscitant un intérêt pour sa sophistication et sa représentation détaillée du renne. En 1887, la sculpture fut acquise par le British Museum après des négociations qui réduisirent son prix à 500 livres sterling. Aujourd'hui, cette pièce délicate est conservée dans un environnement contrôlé et est considérée comme la plus ancienne œuvre d'art de tous les musées britanniques, remontant à la fin de la période glaciaire. Cette découverte met en évidence la coexistence des rennes, des mammouths et des humains à une époque connue sous le nom de l'ère du renne. Au cours de la période magdalénienne, du nom de la grotte de la Madeleine en France, des œuvres d'art similaires ont été créées, bien que peu aussi impressionnantes que cette sculpture. Numéro 5. En février 2023, lors de fouilles archéologiques dans le cadre du projet d'amélioration de la route A14 en Angleterre, des scientifiques du Museum of London Archaeology ont découvert un très rare peigne ancien fabriqué à partir d'un crâne humain, parmi 280 000 artefacts précédemment collectés entre 2016 et 2018. Connu sous le nom de Barilcon, l'artefact a été découvert à 4 km au nord-ouest de Cambridge et remonte à l'âge du fer. Son utilisation exacte n'est pas claire, mais la présence d'un trou suggère qu'elle était utilisée comme amulette plutôt que comme accessoire. Le peigne était peut-être un objet hautement symbolique et puissant pour les membres de la communauté locale, probablement sculpté dans le crâne d'un membre important de la société de l'âge du fer, dont la présence était symboliquement préservée et commémorée à travers ses os. Cette découverte offre un aperçu de la manière dont ces communautés traitaient leurs morts et jette un nouvel éclairage sur les rituels et les croyances de la Grande-Bretagne de l'âge du fer. Seuls deux autres objets similaires ont été découverts dans le pays, un à Hirth, dans le Cambridgeshire, dans les années 1970, qui présentait des dents sculptées, et un autre à Arston Mill au début des années 2000. Les Romains ont réalisé quelque chose de remarquable en son temps avec son objet. Système complexe d'aqueduc et de plomberie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une invention originale, elle a été perfectionnée et est devenue une prouesse technique exceptionnelle. Ils ont construit de vastes systèmes de conduite en plomb et en argile, d'égouts et d'aqueducs qui se distinguaient par leur prouesse technique. Reconnus pour leur contribution à la santé publique et à l'assainissement, les Romains ont été les pionniers des systèmes sophistiqués. Leur plomberie avancée se reflète dans des aqueducs monumentaux conçus pour transporter l'eau sur de longues distances jusqu'aux villes. Rome, par exemple, dépendait de 11 aqueducs pour approvisionner en eau les bains publics, les fontaines et les habitations, conservant ainsi un rôle crucial dans l'assainissement public. Ils créèrent également des réseaux d'égouts, dont le fameux Cloaca Maxima, l'un des plus anciens au monde. Malgré ces résultats, ils ont sciemment utilisé des tuyaux en plomb, démontrant une mauvaise compréhension des risques pour la santé. Cette utilisation pourrait avoir contribué au saturnisme, et certains spéculent sur son lien avec le déclin de l'Empire romain. Les conséquences involontaires des conduites en plomb nous montrent combien il est important de prendre en compte les inconvénients potentiels du progrès technologique. Numéro 7. La Statue de la Liberté, symbole emblématique de la liberté dans le port, est communément associée à l'immigration en raison de son emplacement près d'Ellis Island, historique pour les immigrants. Cependant, ses origines racontent une autre histoire. Initialement conçu pour incarner l'esprit des Lumières, il porte un flambeau symbolisant l'illumination du savoir et une tablette marquant la date de l'indépendance américaine. Ce cadeau de la France commémore le centenaire de l'indépendance et renforce l'amitié entre les deux nations. Le lien entre liberté et immigration s'est approfondi lorsqu'Emma Lazarus a écrit « Le Nouveau Colosse », un poème trouvé sur le piédestal de la statue. La liberté est devenue la mère protectrice des exilés, élargissant le récit au-delà du symbolisme. Cette exploration de l'histoire de la statue nous rappelle que notre perception historique peut être façonnée par des idées fausses et nous pousse à aborder les récits historiques avec un œil perspicace qui reconnaît leurs couches complexes. Numéro 8.
L'histoire de George Washington va au-delà de ses prouesses renommées en tant que premier dirigeant des États-Unis. Bien qu'il s'agisse d'un emblème suprême de l'identité américaine, il existe un chapitre moins connu sur sa santé dentaire au début de l'âge adulte. À 20 ans, Washington a été confronté à une mystérieuse affliction qui lui a fait perdre ses dents une à une. Lorsqu'il devint président en 1789, il ne lui restait plus qu'une dent. Conscient de l'importance de son apparence, Washington a consulté le docteur John Greenwood, un pionnier de la dentisterie. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les prothèses dentaires de Washington étaient en bois, Greenwood les a créées à partir d'os d'hippopotame, d'os d'éléphant, d'ivoire et même d'os humain, ancrés par une plaque d'or. Ces prothèses personnalisées ont permis à Washington d'articuler ses discours avec confiance. Aujourd'hui, des répliques de ces prothèses dentaires sont exposées dans des musées de Baltimore et de New York, reliant de manière tangible le passé et le présent. Numéro 9. Il existe une idée fausse très répandue sur la taille de Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur français. Beaucoup pensaient qu'il était petit, environ 5 pieds 2 pouces, mais cette idée repose sur un malentendu. La confusion est née du fait que la mesure était initialement enregistrée en pieds français, qui se sont révélés plus longs que les pieds anglais une fois convertis dans le système anglais. La taille réelle de Napoléon était d'environ 5 pieds 7 pouces, soit au-dessus de la taille moyenne des hommes en France à son époque. Cette interprétation erronée a été encore compliquée par les caricatures britanniques qui exagéraient sa petite taille, perpétuant ainsi l'idée fausse. Cette idée fausse très répandue concernant la taille de Napoléon met en évidence la manière dont les préjugés et les erreurs peuvent s'enraciner dans nos récits historiques. Cela souligne l'importance de remettre en question les croyances populaires et de se plonger dans les récits historiques pour découvrir la vérité derrière des détails apparemment insignifiants. Numéro 10. Cléopâtre II, le dernier souverain de l'Égypte ancienne, est souvent décrite comme une reine égyptienne captivante, mais sa lignée a des racines grecques macédoniennes, la reliant à Ptolémée, un général dans les rangs d'Alexandre le Grand. Bien que son ascendance ne soit pas égyptienne, Cléopâtre se distingue par son adhésion à la culture égyptienne, allant même jusqu'à l'apprentissage de la langue. Sa capacité à fusionner son héritage grec avec les traditions égyptiennes ajoute de la complexité à sa figure historique, soulignant la façon dont il a traversé les frontières culturelles. Cléopâtre devient ainsi un exemple fascinant d'identité culturelle aux multiples facettes dans l'histoire, laissant une marque indélébile sur le paysage historique. Numéro 11. En 1518, dans la pittoresque ville de Strasbourg, un phénomène particulier connu sous le nom de « peste dansante » est apparu. Une femme, appelée Sonora Tropa, a quitté sa maison et a commencé à danser dans la rue. Ce qui a commencé comme une performance solo s'est transformé en un spectacle étrange, avec de plus en plus de gens se joignant à la fièvre contagieuse de la danse. Les autorités, déconcertées et inquiètes, ont tenté diverses solutions non conventionnelles, comme le logement des personnes touchées dans un bâtiment avec musique live, mais les danses ont persisté. Finalement, ils décidèrent de faire sortir les danseurs de la ville, une mesure drastique qui stoppa miraculeusement la propagation de cette étrange maladie. Ce phénomène n'est pas unique puisque des épidémies similaires ont été documentées au XIVe siècle en France, au XVe siècle en Belgique et au XIXe siècle à Madagascar. Bien que plusieurs théories aient été proposées, la cause exacte de cette danse mystérieuse, qui pourrait être liée à une intoxication alimentaire due à un champignon appelé ergot, reste une énigme pour les scientifiques. Numéro 12. Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, construit vers 3200 avant JC. Il fait partie du complexe Brunabouan, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombes de Knowth et d'Oth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les monts Mourne et Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme,
utilisé pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant son utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe. Les archéologues pensent que Newgrange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blanc, et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentue encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que Newgrange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celle de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de Newgrange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de Newgrange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat-bord, ont une signification rituelle au-delà du décor. Numéro 13. Il serait extrêmement utile de pouvoir prédire l'arrivée des tremblements de terre, permettant ainsi l'évacuation des zones avant une catastrophe et sauvant de nombreuses vies. Bien que nous ayons encore du mal à prédire les tremblements de terre au XXIe siècle malgré notre technologie avancée, les anciens Chinois essayaient déjà de faire des prédictions au IIe siècle. Ils ont utilisé des appareils comme ce sismographe conçu par Zhang Heng en 132. À première vue, il ressemble à un vase décoratif, mais l'appareil de Zhang Heng est étonnamment sensible et sophistiqué. Placé au sol, il peut détecter des secousses à des kilomètres de distance en balançant un pendule à l'intérieur. Si l'oscillation dépasse un certain seuil, une balle est libérée de la gueule des dragons situés sur les côtés du sismographe et tombe dans la gueule d'une grenouille. Cela a non seulement alerté les observateurs d'un tremblement de terre imminent, mais a également indiqué la direction d'où il venait. Même si ce n'était probablement pas très précis en termes de prévision des directions et ne donnait pas beaucoup d'avertissements, c'était certainement mieux que de ne pas avoir d'avertissement du tout. Numéro 14. L'iconographie religieuse est souvent un travail d'amour de la part du créateur, mais même en gardant cela à l'esprit, ces miniatures sculptées de Bojnis sont incroyablement sophistiquées. Seules 135 de ces sculptures, parfois appelées noix de prière, ont été retrouvées, toutes réalisées entre 1500 et 1530 aux Pays-Bas. Cela suggère qu'il pourrait avoir été l'œuvre d'une seule personne. Les petits autels sont reliés par des perforations si petites que les joints sont complètement cachés. Nous n'avons pu déterminer comment ils ont été assemblés qu'à l'aide de rayons X et de microscopes, ce qui soulève la question de savoir comment quelqu'un aurait pu les assembler sans une telle technologie. Les épingles qui maintiennent tout en place sont plus petites qu'une graine d'herbe, invisibles à l'œil humain, ce qui nous amène à nous demander comment elles pourraient être manipulées avec une telle précision. Quelqu'un aux Pays-Bas cachait-il un vieil appareil à rayons X? La seule autre explication est que la personne qui les a fabriqués était si incroyablement myope qu'elle aurait été presque aveugle à plus d'un pied de son visage. Numéro 15. Le dolmen de Soto, en Espagne, est une énigme vieille de 5000 ans qui n'a pas encore été résolue. Dans la province de Huelva, il existe environ 200 sites funéraires rituels néolithiques, mais aucun n'est aussi impressionnant que cette structure souterraine. Le dolmen de Soto a été découvert par Armando de Soto Moria en 1922, alors qu'il tentait de construire une nouvelle maison sur ses terres en Andalousie. L'archéologue allemand Hugo Obermeyer a été appelé pour fouiller le site et a découvert 8 ensembles de restes humains enterrés en position fétale, entourés d'objets funéraires tels que des coupes, des poignards et des fossiles marins. Enterrer des personnes avec des fossiles marins est une pratique inhabituelle, inédite en Espagne, et dont la signification reste inconnue.
Les 43 menhirs qui entourent le dolmen sont également énigmatiques, chacun portant des gravures représentant des couteaux, des tasses, des figures humaines et des formes abstraites. Même si un siècle s'est écoulé depuis sa découverte, on ne sait toujours pas qui y a été enterré ni la signification des symboles gravés sur les pierres. Numéro 16. Le site archéologique de Baalbek au Liban est à la fois un étonnement et une énigme. Les pierres mégalithiques taillées dans la carrière constituent le plus grand mystère. L'un d'eux, le South Rock, pèse environ 900 tonnes. On ne sait pas avec certitude à quoi servaient ces pierres, pourquoi elles étaient taillées à cette taille et comment on pensait qu'elles étaient déplacées dans les temps anciens. Le Western Rock est encore plus imposant, pesant environ 1000 tonnes. Une théorie suggère que ces roches étaient destinées à faire partie du Trilithon de Baalbek, mais comme le site du Trilithon est en montée, il serait presque impossible de les y glisser ou de les pousser. On ne sait pas clairement qui a effectué ce travail, on l'attribue généralement aux anciens Romains, mais rien ne prouve qu'ils aient tenté d'exploiter de tels mégalithes géants ailleurs dans leur empire. Ce projet de construction serait incroyablement difficile à réaliser aujourd'hui, et encore moins il y a des milliers d'années. Numéro 17. Vous pourriez penser que nous avons déjà découvert tout ce qu'il y a à savoir sur l'Égypte ancienne, mais de temps en temps, nous continuons à déterrer des découvertes mystérieuses. Récemment, des archéologues d'Alexandrie, en Égypte, ont découvert un immense sarcophage en granit noir resté intact depuis 2000 ans. Les spéculations allaient de la présence des restes d'Alexandre le Grand à une malédiction mortelle. En ouvrant le sarcophage, ils révélèrent 3 squelettes immergés dans de l'eau d'égout rouge-brun qui dégageait une terrible odeur. Les premières tentatives pour soulever le couvercle ont été contrecarrées par l'odeur envahissante, obligeant l'équipe à demander de l'aide aux ingénieurs militaires pour ouvrir complètement la tombe. À l'intérieur, ils ont trouvé 3 squelettes qui appartiendraient à des officiers de l'armée égyptienne antique. Les os étaient tout ce qui restait des momies, indiquant un enterrement familial. Mustapha Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a assuré au public qu'aucune malédiction n'avait été déclenchée. Les inquiétudes concernant les vapeurs toxiques ont conduit au nettoyage du site, bien que les experts aient rejeté l'idée d'une malédiction de momie qui pourrait causer des dommages. Incroyablement, le sarcophage, qui mesure près de 2 mètres de haut, environ 3 mètres de long et pèse 27 tonnes, est le plus grand du genre retrouvé intact, datant du début de la période ptolémaïque, après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant JC. Des études supplémentaires tenteront de déterminer l'identité et les circonstances du décès des individus. Numéro 18. Imaginez perdre une précieuse bague en diamant en jardinant, pour la retrouver 13 ans plus tard sur une carotte, en creusant. C'est exactement ce qui est arrivé à Mary Graham, une femme de l'Alberta, au Canada. Elle avait gardé la perte de sa bague secrète pour tout le monde sauf pour son fils, se sentant honteuse. Marie a même acheté une bague de remplacement pour cacher la perte. Cependant, le destin lui avait préparé une surprise. La belle-fille de Marie, Colin Daly, a trouvé l'anneau alors qu'elle récoltait des légumes dans la ferme familiale. La carotte avait poussé à travers l'anneau, la gardant en sécurité dans le sol pendant toutes ces années. Lorsque le fils de Marie l'a appelée pour lui annoncer la nouvelle, elle était ravie. En réfléchissant à l'incident, Marie aurait aimé parler de la bague manquante à son défunt mari, pensant qu'il aurait trouvé cela amusant. Maintenant qu'elle a récupéré sa bague, Marie prévoit d'être plus prudente et a appris la leçon de la conserver dans un endroit sûr. Numéro 19. En 1998, l'ingénieur électricien John J. Williams est tombé sur un objet mystérieux lors d'une randonnée en Amérique du Nord. Ce qui semblait être un connecteur électrique dépassait du sol. Ce qui était étrange, c'est qu'il se trouvait loin de tout établissement humain ou site industriel. En creusant plus loin, John a découvert un appareil doté d'une triple prise encastrée dans du granit solide, maintenant connu sous le nom de Petrix. John a gardé secret l'emplacement exact de sa découverte, alimentant le scepticisme quant à la possibilité que l'artefact soit un canular. Cependant,
il a proposé le Pétrix pour analyse, bien que seuls quelques chercheurs aient accepté l'offre. L'analyse géologique suggère que la roche entourant le composant est vieille d'au moins 100 000 ans, ce qui remet profondément en question notre compréhension du développement technologique. Les tests au rayon X révèlent une structure interne opaque et le composant lui-même ne montre aucun signe d'avoir été collé ou soudé dans la roche. Il présente même de faibles propriétés magnétiques et une impédance élevée entre les broches, semblable à un connecteur électronique XLR. John pense que le Pétrix est un véritable artefact d'une ancienne civilisation avancée ou peut-être d'origine extraterrestre. Les deux théories sont incroyablement intrigantes et passionnantes. John a clairement indiqué qu'il était prêt à permettre aux chercheurs d'authentifier l'artefact, à condition que la roche reste intacte lors de l'analyse. S'il s'avère authentique, le Pétrix pourrait considérablement modifier notre compréhension de l'histoire humaine et nos capacités technologiques. Numéro 20. Un agriculteur du Michigan creusait dans l'un de ses champs lorsqu'il a découvert quelque chose de choquant. En creusant dans un champ de soja dans sa ferme du sud du Michigan, James Bristol et un ami ont fait une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique. Ils pensèrent d'abord avoir trouvé un simple poteau de clôture courbé recouvert de boue, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie du bassin d'un ancien mammouth laineux. Cela a certainement rendu les choses plus excitantes pour les hommes. Le petit-fils de James, âgé de 5 ans, est resté sans voix sous le choc lorsqu'il a vu l'énorme os. Ne voulant pas garder la découverte pour lui, James contacte rapidement l'Université du Michigan et une équipe de paléontologues est rapidement envoyée pour enquêter. Au fur et à mesure des fouilles du site, l'importance de la découverte de James est devenue évidente. En plus du bassin, les scientifiques ont déterré un crâne avec 2 énormes défenses, des côtes, des vertèbres et les 2 omoplates du mammouth. On pense que cette créature remarquable est morte il y a des milliers d'années. Daniel Fisher, le scientifique principal des fouilles, a suggéré que les premiers humains l'auraient peut-être découpé et stocké la viande pour une récupération ultérieure. Bien que le Michigan ait produit les restes de 30 autres mammouths, la découverte de James est la plus complète. Cela montre bien que vous ne savez jamais quels trésors peuvent être cachés sur votre propriété. Numéro 21. En 2016, le fromager Jonathan Crimp a eu le cœur brisé après avoir perdu de vue un veau Gloucester, faisant partie de l'un des rares troupeaux laitiers de cette race au monde. Lorsque le veau a soudainement disparu, il a supposé qu'il avait déjà péri dans la nature. Cependant, à sa grande surprise, il l'a retrouvé dans un petit gouffre 9 jours après sa disparition. Le veau a été découvert par hasard lorsque 2 randonneurs, Dan Roll et Tom Lewis, traversaient des champs et ont remarqué quelque chose d'étrange dans un trou. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait d'un blaireau, mais en y regardant de plus près, ils se rendirent compte qu'il s'agissait d'un veau. Après avoir repéré le petit, surnommé Sinky, les randonneurs ont alerté le personnel de la ferme, qui a aidé à sortir le veau du trou. Miraculeusement, Sinky, bien qu'elle ait été sans nourriture ni eau pendant 9 jours, a couru directement vers sa mère pour se nourrir. Après avoir reçu des électrolytes pour lutter contre la déshydratation, Sinky s'est complètement rétabli. Jonathan Crimp, enthousiasmé par les retrouvailles, a récompensé les sauveteurs avec un morceau de son célèbre fromage Single Gloucester, qu'ils ont décrit comme la meilleure récompense pour une bonne action. Je ne sais pas pour vous, mais sauver un petit veau et être récompensé par un fromage rare me semble être une bonne affaire.